Par exemple, la dernière fois, on va parler de cet exemple. Je vous reprendrai. Il a une règle qui interdit le meurtre. Il a interdit de tuer. Il a une règle de droit qui est dans le code pénal. Et il a une règle religieuse qui est dans la Bible, dans les 10 commandements, dans le Talmud de Moïse. Ne tue point. C'est la même règle. Pourquoi l'une est juridique et l'autre ne l'est pas? Parce que la règle juridique est établie d'une certaine façon par une procédure ou par une autorité et est sanctionnée d'une certaine façon par une procédure et une autorité étatique. Donc, pour connaître la règle, il faut savoir sa source. La règle religieuse, elle est divine. On ne connaît pas sa source. Enfin, il y a ceux qui croient qu'ils le savent, ce sont des religieux, mais il y a les musulmans, les chrétiens, peut-être, peu importe. Mais la règle juridique, elle est établie par des sources qu'on connaît. Et c'est facile parce qu'il n'y a que deux sources, qui sont établies d'être des sources dont jaillit la règle juridique. C'est la loi et c'est la coutume. Donc vous pouvez reconnaître une règle juridique quand vous la voyez inscrite dans une loi. Et là aussi la question, comment reconnaître une loi? On laissera ça pour l'instant. Et il y a la coutume qui est une pratique répétée tellement longtemps que les gens qui la répètent croient qu'elle est obligatoire. Et c'est cette croyance-là qui devient juridique. La coutume est plus compliquée à reconnaître, mais c'est bien parce que c'est très rare qu'on rencontre la coutume dans notre quotidien. Dans notre quotidien, la règle juridique qu'on doit respecter tout le temps, c'est la règle établie par la loi. Il y a très peu de cas, dans très peu de pays où la coutume encore joue un rôle important. Et il y a une branche de droit spécifique qui est le droit international, qui est le droit international, où la coutume joue un rôle important. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, dans notre pays, la Bulgarie, comme dans la France, comme dans tous les pays développés, c'est la règle qui est établie par la loi qui vaut. Et la loi, on la reconnaît parce que dans la loi fondamentale de tout pays, qui est la Constitution, est inscrit l'autorité qui peut établir la loi. Et généralement, ce n'est qu'une institution, ce n'est qu'une autorité qui peut faire la loi. En Bulgarie, c'est le Parlement. En France, c'est l'Assemblée nationale, qui veut dire exactement la même chose par ailleurs. L'Assemblée nationale et le Parlement sont des synonymes. Au Royaume-Uni, ils n'ont pas de constitution. C'est vrai, ils n'ont pas de constitution écrite, mais ils ont une constitution. On a parlé la dernière fois, ça se voyait que vous étiez ensemble. La coutume et la constitution, une coutume est la constitution du Royaume-Uni. C'est le seul pays européen qui n'a pas une constitution écrite, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a des règles qui régissent ce qui peut faire la reine ou le roi, ce qui peut faire le Parlement, ce qui peut faire les ministres et comment ils réagissent entre eux. Et ce sont des règles juridiques, mais elles ne sont pas écrites. Dans le cas général, les règles sont écrites, mais ils ont les règles même non écrites ont des caractéristiques propres pour les reconnaître, même si vous ne savez pas d'où ça vient, d'où ça surgit, même si vous ne connaissez pas sa source. La règle juridique a 3 caractéristiques fondamentales, et s'il y a un qui manque, ce n'est pas une règle juridique, c'est autre chose. Elle doit être générale, c'est-à-dire pas au cas par cas. La règle juridique, c'est, par exemple, vous devez venir à 16h10. Mais vous-même devez venir à 16h10, c'est plus une règle juridique, c'est un ordre.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas obligatoire pour vous, mais seulement si une règle juridique générale me donne le pouvoir à moi de vous donner des ordres. Suivez? Oui. Donc la règle juridique est générale. Elle travaille avec des hypothèses. Ce n'est pas Jean n'a pas le droit de tuer Marie. C'est personne n'a le droit de tuer personne. Et si Jean tue Marie, ça va être une sanction individuelle, mais par rapport à une règle générale. Parce que sinon, ça ne serait pas de justice, mais ça sera de la vengeance. Et c'est complètement autre chose. Oui. Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre en légitime défense, il ne sera pas sanctionné. Ça, c'est une autre règle juridique qui va s'appliquer. Il sera inculpé parce que ce ne sera pas un meurtre, comme c'est défini par la loi, mais une légitime défense. C'est-à-dire, ce n'est plus un meurtre. Et donc, c'est une autre règle qui s'applique. Par ailleurs, ça c'est le côté pratique, si jamais vous faites ça, j'espère que non, mais il a des caractéristiques et des critères pour la légitime défense. Le principal étant que ça doit être proportionné. Si vous tuez quelqu'un en vous préservant, pour que ça soit reconnu comme légitime défense, il faut que l'attaque a été d'une caractéristique à vous ôter la vie à vous-même. Il faut avoir de la proportion. Si je vous donne une claque et vous me tuez, c'est pas de la légitime défense, c'est un meurtre. Ouais. Je ferme la parenthèse. Alors, elle doit être générale. Pourquoi c'est important? Parce qu'en étant générale, en travaillant avec des hypothèses, elle est la même pour tous. Pour tous ceux qui sont dans la juridiction de la règle. Parce qu'une règle, ça a une application, et ça je vous l'avais pas dit la dernière fois, parce que j'étais sympa, mais une règle, ça a une application, ce n'est pas établi une fois pour toutes, pour toujours, et pour toute la planète. Ça a un champ d'application territorial, ça s'appelle la juridiction, et il a aussi un champ d'application temporel. Ça vaut jusqu'à un tel point, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, et ça réagit un moment particulier. Prenons le droit pénal, parce que c'est le droit le plus simple à comprendre, et puisqu'on parle de meurtre et d'éclat. Le droit pénal ne vaut pas pour toujours, c'est-à-dire, si il a une loi pénale qui dit que c'est interdit de boire de l'eau dans un cours de droit, par exemple, ça rentre en vigueur aujourd'hui, mais ça ne va pas vous punir, vous, parce qu'au moment où vous avez bu de l'eau, il n'y avait pas de telle règle. Elle vaut que pour le futur. On ne peut pas légiférer avec une date antérieure, c'est-à-dire, je ne peux pas vous dire demain qu'aujourd'hui quelque chose était interdit et vous sanctionner pour cette chose. Parce que vous ne pouvez pas régler votre comportement selon des règles que vous ne pouviez pas connaître puisqu'elles n'existaient pas. Vous comprenez? Ça, c'est le principe fondamental du droit pénal. Vous êtes censé connaître la loi, mais vous n'êtes pas censé la deviner quand elle n'existe pas. Et je ne peux pas vous punir par une date antérieure de la règle elle-même. La même chose. Si on a cette règle que vous n'avez pas le droit de boire de l'eau et que c'est le Parlement bulgare qui l'a votée, elle ne vaut que pour les Bulgares en Bulgarie. Si vous buvez votre eau en France, dans un cours de droit, et là-bas cette règle n'existe pas, vous ne serez pas puni. Donc la règle, ça a un champ d'application territorial et un champ d'application temporel. Donc elle est générale, et en disant générale, étant la même pour tous, elle est impersonnelle. Elle n'a pas de nom propre dedans. Ce n'est pas dit un tel, ce n'est pas dit une chose, elle n'est jamais identifiable.
On ne peut pas dire vous n'avez pas droit de boire de l'eau si vous êtes dans le cabinet 302. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'elle soit générale, ça vaut pour tous les cabinets en Bulgarie, au moment où elle est prise et pour le futur. Donc la règle elle est générale, elle est impersonnelle et comme je vous avais dit tout à l'heure, elle est obligatoire. Le mot juridique qui est plus à même et qui doit être utilisé, ce n'est pas obligatoire, elle est contraignante, elle est contrainte. Elle a la force de la contrainte dedans. Et pour connaître le droit, vous devez connaître les règles qui le constituent. Mais la règle juridique a aussi un but. Elle n'est pas prise, elle n'est pas adoptée et elle n'est pas sanctionnée juste pour le plaisir de la cause. Elle a un but. Et pourquoi tous les pays ont du droit? Pourquoi on ne peut pas avoir un pays sans droit? Si l'humain était égal, la société s'effondrerait. Oui, mais évidemment, tout le monde s'entretue. Mais laissez tomber les meurtres. En général. Oui. Parce que ça serait un désordre total et chacun ferait ce qu'il veut, alors que ça ne doit pas être comme ça. Et on doit suivre ce que la société nous a demandé. Exactement. Et la règle du droit existe et le droit existe parce qu'on vit en société. Donc le but de la règle du droit, c'est de régir les relations entre les humains en société. Imaginez un pays où il n'y a qu'une personne. Il n'a pas besoin de droit s'il est seul. C'est un produit social. Et le but de la règle de droit, c'est l'organisation des relations parmi les membres d'une société ou d'une nation, ce qui est une société particulière. Et la plupart du temps, depuis la modernité, c'est-à-dire après l'Antiquité, ces sociétés-là se regroupent dans des États. Il ne peut pas exister un État sans du droit. Et c'était une autre définition, une autre notion qu'on a discutée la dernière fois. Qu'est-ce que c'est l'État? Et je vous ai dit, je vais répéter, l'État c'est trois choses. C'est un territoire donné sur lequel habite un peuple défini qui a son droit, c'est-à-dire une constitution, c'est-à-dire une organisation. Les notions de l'État et du droit sont intrinsèquement liées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le droit étant un des éléments constitutifs de l'État. Et l'État, par sa puissance, servant à faire respecter et à établir la loi. Donc le droit. L'un ne va pas sans l'autre. Dans cet état habitent des êtres humains, mais l'organisation de la société est beaucoup plus complexe que les êtres humains eux-mêmes. Le droit régit les relations entre les êtres humains, le mariage, le divorce, la parenté, l'adoption, l'achat d'une maison, tout. Mais aussi, le droit elle-même crée d'autres personnes qui sont utiles à la société, mais ne sont pas des humains. On les appelle en français les personnes morales. En bulgare, юридически лица. Ce sont des personnes qui sont créées par d'autres personnes, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont les sociétés, les associations, les firmes, tout.
quand vous avez conclu un contrat de travail, ou quand vous payez votre taxe à l'université, ici, vous entrez en relation avec une personne morale. N'est-ce pas? Vous ne donnez pas votre taxe au professeur Metodiev, qui est le président de l'université, vous donnez votre taxe à l'université elle-même. Ce sont deux personnes différentes. L'une, c'est une personne physique, l'autre, c'est une personne morale. Et le droit fait deux choses. Il crée les conditions de la naissance de ces personnes morales, mais aussi régit les relations entre elles et entre les personnes physiques d'un côté et les personnes morales de l'autre côté. Comment on crée une association d'étudiants, par exemple? Comment on fait une fondation? Comment on enregistre une entreprise? Ça, c'est le droit qui le dit. C'est le droit qui l'organise. Quand est-ce que les personnes morales ont été créées pour la première fois? Pour la première fois, depuis toujours, il y a toujours eu des personnes morales. Toujours. L'humanité a très vite compris qu'il faut avoir des organisations complexes à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Donc, il n'y a pas une date exacte. Mais je ne vois pas une période dans l'histoire moderne, je veux dire, dès qu'il a eu l'État. La première personne morale, par ailleurs, c'est l'État. Mais si on parle des États antiques, l'empereur romain et l'État romain, c'était la même chose. Ce n'est pas une personne morale. Oui. Mais c'est pour ça qu'on parle de la modernité. Donc, à partir du moment où la souveraineté étatique est divisée et n'est plus le fait du souverain lui-même. Parce que c'est un droit divin à l'époque. On a parlé de la différence entre la règle juridique et la règle religieuse. À l'époque dont vous parlez, le souverain gouverne par application du droit divin. Et on va parler ça quand on parle de la philosophie. C'est le Dieu qui a envoyé son représentant sur terre, qui est le monarque, qui a tous les pouvoirs et qui régit sa volonté sur terre. La modernité, après la Renaissance et surtout après le siècle des Lumières, a établi une autre manière à voir, où le pouvoir terrestre est différent du pouvoir céleste. Et c'est pour ça qu'on a du droit laïque, finalement. Et c'est pour ça qu'on crée des personnes morales. Mais la première personne morale, c'est l'État. On n'est plus dans Louis XIV qui dit « l'État, c'est moi ». L'État, c'est différent. L'État, c'est pas le président. Le président, il change. L'État, il reste. Il y a un grand professeur du droit administratif français, qui s'appelle Orieux, qui aimait dire « vous ne pouvez pas déjeuner avec l'État. Vous pouvez déjeuner avec un des représentants de l'État. » Mais l'État, c'est une fiction. Mais cette fiction est intéressante pour nous parce que c'est une fiction juridique. Mais peu importe est-ce qu'on parle des personnes physiques ou des personnes morales, elles sont douées d'une personnalité juridique, une autre notion, qui est différente de personne morale et personne juridique. La personnalité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, la personnalité juridique? Ça veut dire de pouvoir avoir droits et obligations. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un régi par le droit. Les personnes morales sont des personnalités juridiques, c'est-à-dire ces sociétés-là, ces fictions juridiques, ils ont des droits et des obligations. Vous pouvez condamner une entreprise. Elle a des obligations envers vous. Par exemple, vous êtes en relation contractuelle avec une société pour la construction d'une maison. Elle ne construit pas à temps ou elle construit mal, et vous allez, par action devant la justice, contre cette société, pas contre ses propriétaires, pas contre ses chefs. Donc, une personnalité juridique, c'est une personnalité... Oui, allez-y, il y a un problème? J'explique quelque chose. Une personnalité juridique, c'est avoir des droits et des obligations. Toute personne physique, c'est-à-dire tout être humain,
est né et meurt autant que personnalité juridique. Un bébé tout nouveau-né a la personnalité juridique. Un malade mental a la personnalité juridique. Quelqu'un qui un défunt, enfin, quelqu'un qui vient de décéder, avait la personnalité juridique jusqu'à son décès. C'est pour les personnes physiques. Tous les êtres humains sont aussi des personnalités juridiques. En disant ça, il faut compliquer un peu la chose. Il y a une autre notion qui régit pas le fait d'avoir des droits et des obligations, mais le fait d'exercer les droits. Et c'est la notion de la capacité juridique. Vous pouvez avoir la personnalité juridique et les droits, mais ne pas avoir le droit ou la possibilité de les exercer. Par exemple, le nouveau-né, le bébé, il a tous les droits d'un être humain. Mais il est évident qu'il ne peut pas les faire défendre lui-même. Donc il n'a pas la capacité juridique jusqu'à sa majorité, jusqu'à 18 ans, pour aller en justice par exemple, pour défendre ses droits. La loi dit que c'est ses parents qui les exercent à son compte, mais ce sont les leurs. C'est les droits des bébés, mais il n'a pas encore la capacité. Pareil avec les gens qui souffrent d'une maladie, qui les empêchent. C'est pas qu'ils n'ont pas les droits, c'est qu'ils ne peuvent pas les exercer. C'est une autre chose. Les personnes extrêmement âgées. Pareil, si quelqu'un est extrêmement âgé jusqu'à un tel point que ses facultés mentales sont mises en cause, c'est par une procédure spéciale qui établit des gens qui vont agir à son compte, en droit. Quand je dis des bébés, c'est même avant ça. Et c'est l'exemple que je vais vous donner de la complexité de la chose et comment c'est important en pratique. Dès la conception, l'embryon a la personnalité juridique. Mais le débat, il porte sur à partir de quelle semaine de grossesse cet embryon a la personnalité juridique. Parce que par rapport à la semaine, 8e, 9e, 10e, 12e semaine de la grossesse, vous pouvez reconnaître le droit de la femme d'avorter, ou bien vous pouvez la condamner pour un meurtre. Et dans chaque pays, ce débat, il compte. Vous voyez, cette manière théorique de voir a des implications très concrètes sur notre vie, tout le temps. Les personnes morales ont aussi la personnalité juridique, mais il est évident qu'ils ne peuvent pas avoir exactement le même comme les êtres humains, puisqu'ils ne sont pas des êtres humains, mais des fictions. Par exemple, ils ont des droits et des obligations, et ils doivent porter des conséquences de leurs actes, mais ils ne peuvent pas aller en prison, ils n'ont pas la responsabilité pénale. Vous ne pouvez pas mettre une entreprise en prison, ça n'a aucun sens. Vous pouvez éventuellement mettre en prison ses dirigeants, et ça c'est d'autres règles qui vont s'appliquer. Et donc, ils ont la personnalité juridique, et c'est pour ça aussi qu'ils se créent de temps en temps pour faire écran, séparation entre les êtres humains et leurs activités économiques la plupart des cas. Pourquoi vous créez une entreprise avec un start-up par exemple? Vous avez une idée géniale et vous voulez investir dedans. Pourquoi vous ne le faites pas à trois? Vous êtes des amis, vous vous faites confiance, mais vous créez une société. Pour limiter votre responsabilité en cas d'échec. Je vous explique. Si vous investissez dans un ordinateur à trois sans faire une société et vous vous engagez dans des relations économiques avec d'autres personnes, vous portez la responsabilité vous-même en tant que personne physique. Et si ils ont perdu parce qu'ils ont misé sur votre invention 100 000 par exemple, vous, avec votre patrimoine propre, vous devez les rembourser avec les 100 000. Si vous créez une société, vous pouvez décider de mettre du capital dedans pour 10 000. Et c'est à l'auteur de 10 000 que vous portez l'obligation. Vous comprenez?
vous faites que le risque pour vous diminue, ce qui vous fait que vous pouvez tenter plus de choses. Et ceux qui rentrent en contact avec vous, ceux qui rentrent en relation avec vous, ceux qui font des contrats avec vous, ils savent que vous avez misé 10 000. Et donc, ils prennent le risque pour eux s'ils veulent aller plus loin. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça, quand vous voyez dans les journaux où vous lisez à propos des sociétés commerciales, à propos des firmes, à propos des entreprises, vous voyez une notion qui s'appelle sa capitalisation. Bon, sa capitalisation, c'est le montant de la somme que cette société a mise sur le marché, dans sa échelle. C'est votre garantie. Ici en Bulgarie, souvent on voit quelque chose qui doit nous faire penser. Par exemple, une société avec un capital d'un leva a pris un marché public pour construction d'autoroutes. Ça, c'est pas normal, puisqu'ils ont misé qu'un leva. Et si quelque chose va mal, vous ne pouvez pas reprendre vos droits sur ces un leva. C'est ce qu'on appelle une magouille. Et ça, c'est les particularités bulgares. Bon, ça c'est pour la personnalité juridique. Dites-moi quand je dois m'arrêter, parce que la dernière fois je suis allé trop vite et finalement à la fin on était tous fatigués. Ça va jusqu'à là? Oui. Je vais vous donner un exemple très concret et je vais vous demander qu'on réfléchisse ensemble pour que je vous explique quelle est la différence entre règles morales et règles juridiques et comment ça s'applique dans le temps et quels sont les problèmes qui peuvent être liés avec ça. Et par cet exemple qu'on va décortiquer ensemble, on va faire une transition pour la prochaine séance. Et ça, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé vraiment. Dans les années 30, en Allemagne, les nazis ont fait passer une loi. Cette loi obligeait chacun et chacune qui a de l'information que quelqu'un critique le régime nazi de le dénoncer à la police. Sous la menace de peines sévères s'ils ne le font pas. En appliquant cette loi, en 1943, une femme a dénoncé son mari. Elle est allée au Gestapo et elle a dit qu'elle a entendu que son mari, la veille, avait un dîner avec des amis à lui et a fortement critiqué Hitler. Son mari a été arrêté, condamné et condamné à mort. Enfin, il a été abattu et quelques mois plus tard, le régime nazi s'effondre, l'Allemagne perd la guerre et quelqu'un dénonce cette femme pour avoir dénoncé son mari. Cette loi est abrogée. Elle n'existe pas, tout le régime nazi n'existe pas. Et il y a d'autres personnes qui disent à cette femme, vous avez dénoncé votre mari, vous l'avez tué. Vous avez fait que... Et la cour doit statuer, il a un procès, et la cour doit statuer en décidant entre deux façons de voir. Il a la défense de cette femme qui dit je n'ai fait qu'appliquer la loi. Il y avait une loi, elle a été votée par une autorité qui était à cette époque légale et qui m'obligeait de faire ça, sinon c'est moi-même qui aurait été puni. Et donc, j'ai peut-être commis quelque chose de mauvais, mais il était juridiquement valable et vous ne pouvez pas maintenant me condamner pour que j'ai respecté la loi. Et il y a une autre, ce que le procureur dit, la prosécution dit, c'était une loi tellement injuste, tellement injustifiable
et le fait de dénoncer ton propre mari était tellement affreux que tu devais, par principe moral, prendre le risque d'être puni toi-même et ne pas respecter la loi. Derrière une conception, c'est ce qu'on appelle la vision juridique ou positiviste. La loi est telle qu'elle et on n'a pas à juger où est-ce qu'elle est bonne, ou est-ce qu'elle est mauvaise, où est-ce qu'elle est juste, ou est-ce qu'elle est injuste. Il faut la respecter, sinon on subit une peine. Et là, l'autre manière de voir, en disant, on est tous des êtres humains, la loi elle change et on doit sauvegarder la capacité de juger quand une loi transgresse des valeurs qui sont au-dessus de toute loi. Elle a été condamnée ou pas? Je sais pas, dis-moi. La femme? Je sais pas. Bon, enfin, je sais, mais je vous demande. J'en sais rien. C'est un juge qui statue. C'est un juge qui statue. Et par rapport à la conception philosophique qu'il a du droit, il doit statuer. Maintenant, quelques détails. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Durant la procédure, le procureur donne des évidences, des preuves, que finalement cette femme détestait son mari dès le début. Elle ne voulait pas se marier avec lui, c'était un mariage arrangé, elle ne l'aimait pas, il l'habitait, c'était pas simple, et qu'elle s'est servie de cette loi pour se débarrasser de lui. La femme n'a pas nié. Elle dit, écoutez, c'était un salaud, je ne l'aimais pas, mais je ne voulais pas le tuer, je n'ai pas tué moi-même, il avait une loi, et moi je l'ai respectée. Elle ne plaide pas sa moralité, elle plaide le positivisme, il avait une telle loi et je l'ai fait. La dernière fois, je crois que je vous ai raconté le mythe finalement, même si ça se dit que c'est une histoire de Socrate et son peuple athénien, ou pas, non? Ouais, c'est à peu près le même dilemme. Est-ce qu'il y a, avant de donner la solution, et avant que vous vous endormez, c'est à peu près le même dilemme. Socrate, dont on n'a pas des écrits propres, on connaît ce que Socrate pense par les écrits de ses élèves, qui s'appellent Aristote et Platon, entre autres. Socrate théorise toute sa vie la démocratie. L'idée que la majorité doit décider pour tous, et pour tout, y compris pour les choses judiciaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, comme on dit aujourd'hui, et aussi un tribunal. Elle décide du sort des citoyens athéniens. Les années passent, Socrate fait ce qu'il fait, mais un jour il est condamné par cette assemblée. Il est condamné à mort. Mais l'assemblée lui dit, vous avez le choix, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le plus grand penseur de notre temps. Et donc vous avez le choix, Socrate. Demain matin, venir ici et prendre du poison, ou bien fuir le pays, fuir Athènes. Vous êtes condamné et vous serez toujours condamné. Mais la peine, c'est vous qui la choisissez. Fuyez ou restez ici et mourrez. Qu'est-ce qu'il fait Socrate le lendemain matin? Toute sa famille se rassemble, ses élèves se rassemblent et lui disent, courez maître, disparaissez. Mais il revient le matin et prend le poison. Pourquoi? Et je vais revenir pour notre femme allemande qui n'aimait pas son impôt. Parce qu'avant, il y avait une sens d'honneur un peu fou, un peu... Ouais. Parce qu'il était fou. Non, pas la sens de moralité avant, c'est différent que maintenant.
Oui, mais il est où la moralité d'aller mourir? Je sais pas, mais c'était avant. On pensait comme ça avant. On pensait que mourir c'était honorable. Ouais. On n'a jamais pensé que oui, mourir, c'est un honneur. Quand vous mourrez en bataille contre les ennemis, Socrate a dit comme ça. Il a dit, j'étais injustement condamné. J'ai été condamné. Et le droit, c'est la punition. Et si je ne suis pas puni, maintenant, si on me donne la possibilité de fuir, c'est qu'il n'y a plus de droit. Et s'il n'y a plus de droit, il n'y a plus de société. Et s'il n'y a plus de société, il n'y a plus Athènes. Je dois sauver Athènes en sauvant son droit. Et même s'il est juste, je vais prendre le poisson. La femme allemande a été acquittée. Elle a été reconnue non coupable. Parce que le juge a appliqué ce qu'on appelle le raisonnement juridique. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais avant ça, revenons juste un petit peu pour le Socrate. Le concept qu'il défend porte un nom même aujourd'hui, et c'est plus l'honneur. C'est pas qu'on n'a pas d'honneur aujourd'hui, même si. Ça s'appelle la sécurité juridique. La sécurité juridique, ça veut dire que vous devez savoir à chaque instant des règles immuables qui vous donnent le cadre dans lequel vous vivez. Et que si ces règles changent, ils doivent changer d'une manière telle que c'est prévisible. Je vous ai donné des exemples avec la règle pénale. Socrate a préféré ne pas risquer la sécurité juridique que sa propre vie. Et le raisonnement juridique, c'est une manière de faire respecter la sécurité juridique tout le temps. Mais un autre exemple historique, quand Alcibiade a été condamné à mort par sa cité Athènes, il s'est enfui, il s'est mis au service des Spartiates contre les Athéniens. Ouais. Oui, moi j'ai pas dit que Socrate a bien fait de rester et mourir. Hein. C'est une conception, parce qu'on fait introduction au droit, c'est la conception du monde vu par un juriste, même si Socrate ne le fait pas. Je l'utilise comme exemple. De la même manière, comme un juge ne raisonne pas comme tout le monde. Il fait abstraction de la moralité de la chose. Ça, c'est l'école du positivisme juridique qu'on va appliquer la prochaine fois. Il fait abstraction de ses propres notions de juste et injuste. Il fait abstraction des différents détails qui, dans une vie humaine, peuvent infléchir un comportement. Et il ne fait qu'appliquer le droit froidement, sans jugement de valeur, tel qu'elle est. C'est pour ça entre droit et justice. La pensée est dans les droits n'est pas de justice. Tous les militaires qui ont commis des crimes légaux, ils ont fait des légal tout autant que la femme qui a Donc, s'ils ont été condamnés, ce qu'ils ont fait n'était pas légal. dans les lois de leur pays, à l'époque, c'était légal. À l'époque, peut-être. Et pourtant, ils ont été condamnés alors que la femme a été. Les crimes de guerre et un militaire qui est un soldat, enfin qui tue quelqu'un en bataille, n'est pas criminellement responsable. Mais s'il tue un civil, s'il ne respecte pas les règles de la guerre, il peut être condamné. Mais il pourra argumenter que c'est ces officiers qui lui ont ordonné de le faire. Ah, il peut être acquitté. Dans ce cas, c'est l'officier qui va porter la responsabilité. Mais c'est dans un procès, et vous avez vu sur la télé, il a toujours des arguments. Il n'y a personne qui... Moi, j'ai jamais vu dans ma pratique, pourtant j'ai été ministre de la Justice et je me suis occupé des prisons. J'ai jamais vu quelqu'un qui a dit « je suis coupable ». Jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu un prisonnier qui me dit qu'il a fait quelque chose de mal. Ça n'existe pas. Ils se défendent. Mais on va revenir sur ça, si vous voulez bien. Mais avant ça, avant d'aller
voir l'argumentation des parties, je vais vous montrer l'argumentation du juge. C'est très simple. Vous pouvez l'appliquer partout. Elle est utile. Nous, les citoyens, les parties qui sont devant les tribunaux, ils pensent d'une manière, et le juge, il pense toujours d'une autre manière. Le raisonnement juridique s'appelle le syllogisme juridique. Syllogisme, c'est S, Y, E, O, G, I, S, L, E. Syllogisme. Le syllogisme juridique est très simple. Vous avez toujours la règle, le fait, et il faut appliquer le fait aux règles. Prenons Socrate. C'est l'exemple le plus célèbre du syllogisme juridique. La règle, c'est tous les hommes sont mortels. Le fait, c'est Socrate est un homme. Et l'application du fait à la règle, c'est Socrate est mortel. N'est-ce pas? Vous suivez? Revenons à ce qu'on a dit au début. Regardez la règle. Tous les hommes sont mortels. Elle est générale, elle est impersonnelle, et elle est contraignante, parce qu'il n'existe pas de dans le son. Le fait, il est personnel, c'est Socrate, il est concret, il est mortel pour ce moment, et l'application de la règle fait que l'un découle de l'autre. Dans cette manière de penser, dans ce syllogisme juridique, il n'y a pas de place à la réflexion. Est-ce que c'est bien que les hommes sont mortels? Est-ce que c'est mal? Est-ce que les règles, c'est pas mieux qu'ils sont immortels? C'est comme ça. C'est la règle. Immuable. Pour cette règle, elle est immuable puisqu'elle est naturelle. Mais si elle n'était pas naturelle, mais législative, c'est-à-dire si elle n'est pas le fait de la biologie, mais le fait de la volonté humaine, elle peut changer. Et si elle change, l'application elle-même va changer. Ça, c'est le raisonnement juridique. Monsieur, c'est quoi exactement le mot syllogisme? Syllogisme. Syllogisme. Comme logisme, comme logique, mais S-Y au début. Ah, d'accord, merci. Je sais pas comment ça marche. Je ne vais pas faire l'erreur de la dernière fois de fatiguer trop long. Je vais vous parler encore d'une petite chose. Elle est importante. Après, on va discuter un peu. Mais parce qu'on a parlé des êtres humains, des personnes physiques. Et on a parlé des fictions juridiques qui sont des personnes morales. Ce sont les personnes. Mais le droit régit aussi les liens. Et plus exactement, le lien entre les personnes et le bien. Et le principal lien, c'est la propriété. Comment définir que quelque chose est à moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un propriétaire? Le droit régit tous les domaines économiques. Vous faites de l'économie, donc c'est important. Et la principale notion économique et aussi juridique, c'est la propriété. En tant que personne juridique, vous avez droit à avoir de la propriété. Oui. La propriété, c'était pas mentionné dans la Déclaration des droits de l'homme. La propriété privée. Ouais. Oui. La défense de la propriété privée, c'est un droit de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un droit de l'homme? Ça veut dire qu'il est inhérent de sa personnalité humaine. Ça veut dire que l'État ne peut pas lui reprendre ce droit. Si vous êtes signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ou la Déclaration des droits de l'homme, Ouais. ou de 1789, ou bien de la Constitution bulgare, où cette défense est là, l'État ne peut pas légiférer, comme c'était ici par exemple à l'époque communiste, ne peut pas dire qu'il n'y a plus de propriété privée. C'est pas possible. Mais quand on parle et on va avoir un séminaire ou bien une conférence
spécialement dédié au concept du droit de l'homme, on va en parler. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est le droit de propriété? Vous êtes tous propriétaires. Vous êtes tous propriétaires. Vous avez des téléphones portables, peut-être une voiture, c'est d'autres choses. C'est à vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie. Ça, c'est la notion fondamentale de tout rapport économique, de tout droit économique, la propriété. La propriété signifie que vous avez 3 droits en même temps sur un objet. C'est important de dire, la propriété, ça ne vaut que sur les objets. Vous ne pouvez pas avoir propriété en être humain. On peut avoir la propriété d'un animal? C'est un grand débat. C'est un grand débat. Si l'animal c'est un bien ou une personne, mais en l'état actuel des choses, oui, vous pouvez avoir la propriété d'un animal. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Vous allez comprendre. Parce que la propriété contient en soi le droit de détruire. Un agriculteur peut tuer ses vaches quand il veut. Oui, c'est pour ça, c'est des biens, et on dit que c'est ta propriété. Mais c'est aussi un débat actuel et vif, parce que pour certains, les animaux méritent bien d'être élevés au rang des personnes et pas des biens. Mais laissons tomber. Pour l'instant, l'animal, en droit actuel, est un bien. Les biens sont deux types. Il y a les biens mobiliers et les biens immobiliers. Comme son nom l'indique, le bien immobilier, c'est celui qui peut se transférer, changer d'emplacement, et le bien immobilier ne peut pas. L'exemple type du bien immobilier, c'est l'immeuble, la maison. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter les 2 types de biens? Bien mobilier et bien immobilier. Dvижими и недвижими вещи. Un bien, c'est veshti. Mobilier. Veshti. Donc, par exemple, une maison et une voiture. Exactement. La voiture, c'est un bien mobilier. Et l'immeuble, c'est un bien immobilier. Mais revenons à la propriété. Pour avoir la propriété sur un bien, ça veut dire que j'ai 3 droits sur ce bien. Je peux l'utiliser, je peux prendre les fruits qu'il produit et je peux le détruire. Quels sont les fruits qui produisent un immeuble, par exemple? Les loyers? Les loyers, exactement. C'est-à-dire tout ce qu'il gagne en utilisant ce bien est aussi à moi, propriétaire. Je répète, je peux l'utiliser, je peux conduire ma voiture, ou ne pas la conduire, c'est mon droit. Je peux utiliser ses fruits, c'est-à-dire je peux la louer, je peux la donner à quelqu'un, et je peux même la détruire. En disant détruire, ça ne veut pas simplement dire casser, mais ça veut dire aussi la vendre, c'est-à-dire refuser la propriété sur cette chose contre une prestation. Dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Non, juste je voulais voir ces notes. Ok. Donc, 3 types de droits rassemblés dans la notion de propriété. Profiter, utiliser, détruire. Si j'ai un jardin de pommes, je peux ne rien faire, juste la laisser pourrir, c'est mon droit. Je peux cuire les pommes, c'est son fruit, ou je peux mettre le feu dedans, je peux la détruire. Mais encore une fois, sur la destruction, j'utilise destruction comme un exemple extrême.
Mais avoir la propriété, ça veut dire que je peux refuser cette propriété, ça veut dire que je peux la vendre. Si je n'ai pas un de ces trois caractéristiques, je ne suis pas propriétaire. Comment on le voit sur la maison? Si je peux habiter dedans et je peux pas la vendre, elle n'est pas à moi. Si je peux la louer, mais je ne peux pas prendre un loyer, elle n'est pas à moi. Je n'utilise pas pleinement la propriété. Toute la propriété qu'a une personne, physique, plus tous les passifs économiques. Le positif économique, c'est la propriété, mais il y a aussi des passifs économiques. Les dettes, les obligations. La maison, c'est un positif, c'est un actif. Mais l'hypothèque avec laquelle j'ai acheté cette maison, c'est un passif. La combinaison de deux s'appelle patrimoine. Un patrimoine. Le patrimoine, c'est tous les droits économiques d'une personne physique ou morale. Ça aussi, c'est une notion clé pour la compréhension. Patrimoine, c'est tout le Les droits économiques positifs, mais aussi les droits économiques négatifs. J'explique. Donc, votre patrimoine à tous est constitué par les biens que vous avez, mais aussi par les droits que vous avez acquéris dans votre vie, si ces droits sont économiques, c'est-à-dire s'ils peuvent être vendus, et de toutes les dettes et les obligations que vous avez contractées. Ça, c'est votre patrimoine. À la fin, si on tire la ligne, ça peut être en plus ou en passif. On ne sait pas. Prenons le sac ou la tablette. Vous êtes propriétaire de cette tablette. Elle est à vous, c'est votre patrimoine. Mais peut-être vous avez pris un crédit pour l'acheter et vous n'avez pas encore remboursé ce crédit. Vous devez encore de l'argent pour cette tablette. Votre patrimoine, c'est les deux en même temps. Vous ne pouvez pas le diviser. Vous ne pouvez pas, si, parlons des meurtres, il a bien des meurtres, si vous êtes tué dedans, demain, et quelqu'un va hériter votre patrimoine, il va prendre les passifs et les actifs. Il ne peut pas choisir. Il ne peut pas prendre le sac sans la dette qui a été contractée pour l'acheter. Je n'ai pas parlé des meurtres non plus. Non, je rigole, c'est moi. Je rigole. Je vous ai utilisé parce que vous êtes à côté de moi. Excusez-moi. Non, c'est du mot. Je peux vous dire encore quelque chose ou ça suffit? Si? Non. On a encore une quinzaine de minutes. Je vais les utiliser. Parce qu'on ne va pas répéter une troisième fois. Hein. Cette conférence-là, et la semaine prochaine, on va parler des grands penseurs juridiques. Vous allez voir, c'est passionnant parce que les grands penseurs juridiques ne sont pas des juristes eux-mêmes, la plupart, ce sont des philosophes. On va parler de Jean-Jacques Rousseau, on va parler de Charles de Montesquieu, on va parler de Hans Kelsen, on va parler un peu d'Aristote, on va parler de Platon, on va parler des grands esprits de notre espèce humaine. Mais avant ça, on a dit qu'on a un droit général et personnel, mais qui se réalise par des personnes qui sont physiques ou morales, n'est-ce pas? Et il y a un lien qui doit être fait entre les droits et les personnes pour qu'il ait des effets juridiques.
vous bénéficiez d'un droit, mais il ne vient pas, son application ne vient pas de l'extérieur, vous devez faire quelque chose pour bénéficier de ce droit. Il a une règle générale de la responsabilité qui veut dire que celui par le fait de qui un dommage est arrivé doit le réparer. Si je vous fais du mal, je dois le réparer. Si je casse quelque chose qui vous appartient, je dois le payer. Mais pour que je le fasse, vous devez vous actionner vous-même. Si je vous fais du mal, vous avez droit à réparation. Mais ce droit-là doit être activé par quelque chose que vous faites. Et vous pouvez faire que deux choses. Il y a l'acte juridique et le fait juridique. Vous devez prendre un acte juridique. C'est un acte volontaire qui est spécialement produit pour avoir des effets juridiques. L'exemple type, c'est une action en justice. Vous portez quelqu'un devant le tribunal, vous faites un acte juridique, vous savez qu'est-ce qui va suivre. Vous le savez, vous le faites exprès. Vous comprenez ? C'est un acte. Je vous ai fait du mal et vous me demandez réparation. Et vous me demandez réparation devant un juge. Vous remplissez un document. Vous faites un acte dont vous connaissez les effets juridiques. Oui. Mais si, par exemple, vous avez fait mal, mais pas exprès, il n'y a pas un droit qui va me punir si c'est pas exprès. Non, c'est pas une punition, c'est un dédommagement. Si j'ai pas fait exprès, je vous ai fait du mal quand même. Donc on doit payer, pas Si, avec... à réparer. À réparer, oui. Réparer. C'est quand vous étiez petit, vous rentrez dans un magasin, vos mamans vous disent, si vous cassez, vous payez. C'est ça. Ah, Vous n'avez pas fait exprès, mais vous l'avez quand même cassé. Ça s'appelle la responsabilité délictuelle, responsabilité sans faute. La responsabilité contractuelle ou pénale, c'est une responsabilité avec faute. Si vous m'avez fait du mal en voulant, vous allez porter, pas seulement me réparer moi-même, mais vous allez en prison, vous allez avoir la responsabilité pénale. Mais si vous me faites mal sans faire exprès, vous n'avez qu'à me payer. oui. Pour faire une chirurgie sur mon nez, quelque chose. On va parler des responsabilités contractuelles, délictuelles et pénales dans les semaines qui suivent. Donc, l'acte juridique, c'est volontairement vous faites quelque chose pour produire des effets de droit. Mais il y a aussi le fait juridique. Le fait juridique, c'est quelque chose qui produit des effets de droit que je n'ai pas voulu. L'exemple type, on l'a donné. Je vous ai fait du mal sans vouloir. Je n'ai pas voulu créer des effets juridiques, mais je les ai quand même fait. C'est un fait juridique. C'est involontaire et je ne suis pas toujours conscient des faits que j'ai produits. Je n'ai pas voulu avoir une obligation envers vous. Si on sort du schéma normal, mais disons le schéma normal pour comprendre le même schéma mais expliqué par un langage juridique. Je passe derrière vous, je prends le membre et je vous casse le membre. Je dois vous payer le membre et vous partez et je pars et c'est fini. Dans la langue qu'on vient d'apprendre, je viens et je commets un fait juridique et je crée une relation juridique entre nous qui n'existait pas avant. Une relation juridique où vous avez un droit à réparation et moi j'ai une obligation à réparer. Je n'ai pas voulu ça, mais ça s'est fait. Et on peut avoir ça parce que tous les deux, on est des personnalités juridiques. Reprenons l'exemple avec l'animal. Je vais dehors et j'écrase avec ma voiture un chat. Je ne peux pas avoir les mêmes relation avec le chat parce qu'il n'a pas la personnalité juridique. Et si je vous écrase vous, je vais avoir à réparer. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a un débat, parce que les gens considèrent, avec raison peut-être, que les chats sont des êtres vivants et il faut avoir aussi une responsabilité. Si je l'ai fait exprès, il y a une loi qui dit
que si tu écrases un chat exprès, tu fais une violence à l'animal exprès, vous portez une responsabilité pénale. On parlait de la coutume tout à l'heure. Oui, Dans la coutume, c'est les animaux domestiques sont des personnes et les animaux de ferme sont des biens. les animaux domestiques et les chiens, animaux de les chats. ferme, c'est... Les animaux domestiques sont traités comme des personnes dans la coutume et les animaux de ferme comme des biens. Les vaches, les cochons. Dans certaines coutumes peut-être, mais pas dans la loi écrite. C'est Non, la pas loi- dans la loi écrite, bien sûr. Mais... C'est la loi écrite qui sera appliquée dans ce cas. Oui. Oui, oui. Et par exemple, on imagine qu'on est moi et par exemple, on est des amis. Et, par exemple, moi je lui casse la montre. Et comme vous avez dit, c'est normalisé par la société de le réparer. Mais comme on est des amis, et par exemple, elle refuse que je le paye, comment on l'appelle ça? Excellente question. Si elle ne commet pas un acte juridique de ce que j'ai dit, elle vous libère de votre obligation. Ah, d'accord. Vous deux, vous êtes des amis, c'est bien. Vous cassez son montre, c'est pas bien. Vous avez une relation différente, qui est différente de votre relation amicale. Vous avez une relation juridique. Oui. Vous avez une obligation et elle a un droit. Mais pour qu'elle fasse valoir son droit, elle doit l'activer en commettant un acte juridique, en vous disant, déjà à vous, je veux que vous me payez la montre. Oui. Vous lui dites, ok, j'ai l'obligation, vous faites. Ou bien vous ne respectez pas votre obligation, et dans ce cas, elle va devant des tribunaux et elle demande par l'autorité publique, par le tribunal, à vous faire respecter votre obligation. Comprenez? Donc elle signe un acte en testament. Oui, elle commet un acte. Parce que signe, ça veut dire qu'elle fait quelque chose d'écrit. Mais elle commet un acte. Elle vous demande, tout simplement. Elle dit, je veux que vous me payez. Elle vous assigne. D'une manière, ça peut être une assignation formelle, par une lettre, pour avoir la preuve. Ça peut être par un ordinateur. Là, c'est des procédures que les juristes connaissent bien. Oui. Parce que c'est anecdotique, mais ça arrive tous les jours d'une manière ou d'une autre. Avec le montre, on prend des exemples qui sont faciles à comprendre, mais ça peut être très compliqué. Ça peut être une nuisance, ça peut être, vous pouvez dire qu'elle vous a causé des ennuis psychiques, qu'elle vous passe en fausse amitié pendant 4 ans à la fac, qu'elle vous a fait subir une torture, et que vous avez des séquelles, que vous n'êtes pas normal. À cause d'elle, il faut que vous demandez réparation. Et donc, elle va se défendre, elle va dire c'est pas vrai, le juge va demander des expertises, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le droit. Mais il faut comprendre le mécanisme d'action. Le mécanisme d'action est tel. Il faut exister une relation juridique. Pour que ça se fait, il faut avoir soit un acte, soit un fait juridique. Vous pouvez conclure, ça, ce qu'on a parlé, c'est un fait juridique. Vous lui cassez le montre, vous n'avez pas voulu, ça s'est produit, et par ce fait juridique, vous avez créé une situation nouvelle. Mais vous pouvez aussi faire des actes juridiques. Vous pouvez conclure un contrat quelconque. Vous pouvez décider que pendant votre séjour à l'université ici, vous pouvez utiliser son sac autant que vous voulez. Par exemple. Là, vous commettez un acte qui crée des obligations et des droits, et qui, si quelqu'un ne respecte pas le contrat, il aura, lui, elle, dans ce cas, obligation à réparer. Donc, vous avez des droits généraux qui se déclinent en multiples droits subjectifs, et avoir le lien entre deux, il faut avoir un mouvement, un acte ou un fait, quelque chose qui se passe. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Que c'est plus clair maintenant. Ça va? Ça va mieux? Bon, vous me faites plaisir.
C'est pour ça l'éducation juridique, c'est une des éducations les plus exigeantes de notre monde. C'est assez compliqué, mais quand vous rentrez à étudier les différentes branches du droit, droit constitutionnel, droit administratif, droit privé, droit pénal, droit social public, tout ça prend du sens. Ça va prendre du temps, mais on va essayer de faire au mieux possible pour 10 à 15 semaines pour que vous soyez armés. Et encore une fois, j'ai de la littérature pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin. C'est pas une langue facile. Enfin, la langue juridique n'est pas facile, la langue juridique française n'est pas facile non plus. Mais vu que vous avez des compétences linguistiques et que vous êtes dans cette filière parce que vous voulez pratiquer la langue française, c'est pas mauvais comme exercice d'essayer de lire un bouquin du droit. Je vous ai apporté celle-ci, c'est vous qui l'avez lu, je peux la donner à quelqu'un d'autre aussi, pour jeter un coup d'œil. Elle est déclinée en 2 parties, droit objectif, droit subjectif. Mais peu importe, vous pouvez juste la feuilleter ou lire le début, c'est pas la peine de lire tout, même si il est petit. Et la prochaine fois, je vais vous apporter un bouquin, un des bouquins les plus célèbres en France, d'un des professeurs les plus célèbres en France, qui s'appelle Jean Carbonnier, Introduction au droit civil. Tout ça écrit d'une autre manière, juste pour voir comment se représenter dans un manuel tout ce que je vous dis. Et dans un manuel qu'on a utilisé dans les facultés de droit à Paris quand j'étais enseignant et étudiant là. Ça va? Des questions? Des propositions pour la prochaine fois? Des critiques? Moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on va faire des projets que l'on va par exemple présenter devant la classe ou non? Vous voulez? Je ne sais pas, je demande parce que par exemple Oui, dans la enfin, projet, je ne sais pas si c'est un projet, mais ce que j'imaginais, ce que je vous propose, on le fera ensemble. Enfin, moi je peux parler tout le temps. Mais je crois que ça va être intéressant de faire encore quelques cours comme celui-là, où on va faire, la semaine prochaine, on va faire les philosophes. Et n'ayez pas peur, on va le faire d'une manière qu'on comprenne. Parce que tout ça, il faut que ça soit mis dans un schéma philosophique.